Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fathia El-Aouni. Bonjour Malek, pour une fois, et ce n'est pas coutume, c'est moi qui suis au téléphone et pas l'invité, puisque je me trouve à Marrakech pour une importante conférence qui réunit en ce moment des femmes nigérianes et des femmes entrepreneuses du Maroc. On vous en reparlera dans nos prochaines éditions. Vous le savez, le mercredi est consacré au MRE, et c'est un dossier que nous suivons de près à Radio 2M depuis longtemps. C'est un dossier que suit de très près également yabiladi.com depuis de nombreuses années également. Un dossier en instance depuis longtemps. Des dizaines de milliers de Marocains résidant à l'étranger caressent l'espoir de venir passer leur retraite dans leur pays d'origine, ce qui est tellement légitime après des décennies de séparation, avoir travaillé loin de chez eux, avoir vu grandir leurs enfants et vouloir juste avoir un repos, une retraite digne de ce nom. Mais pour cela, il faudrait qu'ils puissent bénéficier de leur retraite, de leur complément de retraite et surtout de leur couverture sociale. Mais ce droit, ils ne l'ont toujours pas. L'année dernière, beaucoup se sont réjouis avec enfin une mesure qui allait voir le jour pour les sortir de ce casse-tête. On parlait déjà de ce nom, de l'ASPA. Les médias l'annonçaient comme la très bonne nouvelle pour les Chibani, mais en réalité, ce n'était qu'un leurre. L'ASPA était en fait ce qui accompagnait une aide pour le retour au pays, mais elle faisait perdre aux Chibani leurs droits sociaux, sans compter que le montant était totalement dérisoire. Ces Chibani sont en majorité en Europe et en particulier en France. Les associations pour les MRE n'ont eu de cesse d'élever leur voix pour défendre leurs droits. Parmi ces associations, Cap Sud MRE, son président est notre invité avec Mohamed Zouark, Salem Fkir, qui veut saisir l'occasion de la venue du chef du gouvernement français pour essayer d'arracher un accord entre Paris et Rabat pour ces Chibani. Bonjour messieurs. Bonjour Fathia. Bonjour Fathia. Bonjour Salem. Mohamed, oui. C'est un dossier, comme je le disais, que nos deux médias suivent de très près et depuis très longtemps. Nous tirons sans cesse cette fameuse sonnette d'alarme sans que les choses avancent vraiment. Et le plus dramatique, Mohamed, vous le savez, c'est que beaucoup de ces Chibani ne sont plus là aujourd'hui. Ils n'auront pas pu bénéficier de cette retraite dans leur pays. Et c'est vrai qu'on a l'impression de se répéter d'année en année et finalement rien n'avance. Oui, c'est vrai que nos Chibani, ces retraités marocains ont subissent une certaine forme de discrimination. Alors c'est vrai déjà qu'on se souvient de la problématique de la cristallisation des retraites des anciens combattants à l'époque dans l'armée française. Les Marocains en font partie et ont subi des discriminations. Il y a aussi les problématiques, on en a parlé d'ailleurs avec les retraités des mines de charbon dans le nord de la France qui ont aussi subi des discriminations et des problèmes dans leurs droits, mais aussi des problèmes avec les retraités, notamment retraités marocains de la SNCF qui sont actuellement dans un périple judiciaire puisque la SNCF a décidé de faire appel de manière un petit peu morbide puisque c'est faire traîner encore plus le dossier pour avoir un minimum d'anciens salariés, d'anciens cheminots à dédommager. Donc effectivement, c'est une problématique qui est un peu comme un millefeuille, une problématique sociale, humaine, qui arrive un petit peu comme un millefeuille. Et il y a de manière plus large plusieurs Chibani, notamment marocains, qui subissent des discriminations dans leurs droits, puisque, et Salem Fkir va justement nous l'expliquer, puisque d'autres nationalités n'ont pas les mêmes blocages, les mêmes exigences, notamment par exemple pour les retraités des pays ressortissants de l'Union européenne. Tout à fait. Alors justement, Salem, pour nos auditeurs, est-ce que l'on peut rappeler ce qui coince dans ce dossier ? Ce qui coince, c'est très simple. C'est une loi qui est passée le 1er janvier 2014 qui permet aujourd'hui aux retraités exclusivement de nationalité française de bénéficier de ne pas avoir le besoin d'avoir la condition de résidence s'ils décident de résider en dehors de la France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des retraités, et c'était très profitable pour le Maroc en l'occurrence, de retraités français qui viennent passer leur retraite au Maroc, au soleil. Pourquoi ? Parce qu'il y a un pouvoir d'achat qui est intéressant, parce que effectivement il fait beau. Donc ils ont la possibilité de résider sans avoir besoin d'avoir une résidence en France. Ce qui fait qu'en réalité, ils peuvent rester 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans sans avoir besoin de retourner et de bénéficier de la retraite pleine et entière. Ça
cette loi et la loi pour la retraite ne pose aucun problème pour les deux catégories, c'est-à-dire les immigrés ou les ressortissants français, mais la condition de la couverture de la sécurité sociale, c'est celle-ci qui pose un réel problème, puisque au 1er janvier 2014, une loi est passée et qui a permis la création de la... Alors, juste, je vous interromps 2 secondes pour que l'on comprenne bien, Salem. Aujourd'hui, un Chibani, parce que c'est vrai que c'est un surnom très affectif qu'on leur a donné, ne peuvent venir passer leur retraite au Maroc, ils peuvent bénéficier de leur retraite au Maroc, mais n'auront plus de couverture sociale. C'est bien ça. Dès qu'ils dépasseront, déjà, ils n'ont pas le droit de donner une adresse fiscale marocaine, par exemple, prenons le cas des Marocains, ils n'ont pas le droit de résider au Maroc, première des choses, ça c'est interdit, autrement, de facto, ils perdront leur couverture sociale. Et secondo, si certains Marocains décident quand même de garder une adresse française, dès qu'ils dépasseront les 6 mois et 1 jour, ils perdront automatiquement leur couverture sociale. Et ce qui est le plus dramatique aujourd'hui, c'est là où on commence à crier haut et fort, c'est suite à la loi du 5 octobre 2015 de Marisol Touraine, cette loi dont vous avez parlé tout à l'heure, qui a apporté quelques modifications à l'ASPA, c'est qu'aujourd'hui, un simple fonctionnaire de la caisse primaire d'assurance maladie peut venir contrôler, comme il le veut, comme il le souhaite, un Chibani en lui demandant son passeport. Ce qui est auparavant de cette loi était interdit, a même été condamné par le défenseur des droits. Et aujourd'hui, prenons le cas du dernier Eid el-Kbir, le dernier, là, celui qui vient de passer. Vous avez eu des descentes des responsables de fonctionnaires de la caisse primaire qui sont descendus dans certains foyers Sonacotra, vérifier si effectivement des Chibani étaient présents, et ceux qui n'étaient pas présents, ils ont imposé à ce qu'ils viennent avec leur passeport pour vérifier s'ils avaient dépassé les 183 jours. Donc on se retrouve avec un flicage de nos retraités immigrés qui ont travaillé pendant plus de 40 ans dans les travaux les plus laborieux. Tout simplement, ils sont condamnés à résidence en France. C'est quand même assez fort de café, alors que ce sont ceux qui ont permis de développer ce pays qui s'appelle la France, mais aussi qui ont contribué au Maroc, au soutien, parce que 75% des rentrées de devises atterrissaient directement dans les endroits les plus pauvres du Maroc, ce qui a permis d'éviter l'exode rural pendant des années, qui ont permis de conserver un vrai soutien social et familial, effectivement, dans leur région d'origine, bien sûr. Donc notre appel, il est simple aujourd'hui. Vous savez, si je suis là aujourd'hui, certains de vos auditeurs diront, mais attendez, mais qu'est-ce qu'il veut celui-là? C'est un truc franco-français. Mais ils ont pas tort. Ils ont pas tort, puisque c'est une loi française, la L311-9, c'est une loi française. Sauf que le 1er juillet 2011, nous avons tous voté, tous Marocains, que nous sommes du Maroc territorial ou les 5 millions de Marocains résidant à l'étranger. La nouvelle constitution. Et cette nouvelle constitution a dans l'ensemble de ses articles, l'article 16 de la Constitution. Et cet article 16 dit bien « Le Royaume du Maroc œuvre à la protection des droits et des intérêts légitimes des citoyens et des citoyennes marocaines résidant à l'étranger, dans le respect des droits internationaux et des lois en vigueur dans les pays d'accueil. » Ça veut dire que le Maroc nous doit protection. Donc si nous venons aujourd'hui demander, à la venue de M. Édouard Philippe, et normalement je dois rencontrer théoriquement tout à l'heure M. Yatim et le chef du gouvernement en ce sens, c'est pour leur dire, comme nous l'avons fait la première fois avec M. Benkiren, faire en sorte de faire des modifications lors des discussions de haut niveau, c'est-à-dire de faire en sorte que M. Macron ou son gouvernement, comme il a eu cette initiative qu'il a fait sur différentes lois. Est-ce que justement, Salem, le fait qu'il y ait eu un changement de gouvernement en France a stopper un petit peu ou freiner ce dossier? Non, ça a accéléré. Je vous dis, la Eid el-Kbir, c'était il y a quelques mois. Donc, accéléré dans le mauvais sens. Dans le mauvais sens, bien entendu. Ça a permis, justement, la loi de Madame Touraine a permis à certaines institutions d'accélérer leur contrôle. Et le problème que nous avons, il est simple, c'est que nous avons affaire à des retraités Chibani, d'accord? Ce sont des personnes qui, en majorité, sont des illettrés. Et surtout, ce sont la masse silencieuse. Mais quand je dis silencieuse, c'est silencieux. Ce sont des personnes qui ne se révoltent jamais. Pour certains d'entre eux, ont été prendre des financements à hauteur de 15 à 20 000 euros pour rembourser la sécurité sociale parce qu'ils avaient dépassé de 2 semaines leur droit de séjour. Alors justement, sur ça, en fait, ils ont été condamnés à rembourser les sommes, le trop perçu, entre guillemets, les sommes perçues directement donc aux organismes sociaux. C'est-à-dire qu'ils sont couverts à la sécurité sociale. Oui. Ils ont
profité, non, ils n'ont pas profité, ils ont bénéficié. Ouais. Parce que n'oublions pas une chose, ce sont des contribuables, ce sont des cotisants. C'est-à-dire que quand vous avez la CNSS au Maroc, je ne pense pas que la CNSS est prélevée par rapport à la nationalité. C'est pareil en France. C'est une fiche de paye et de cette fiche de paye, vous avez une cotisation sociale. Donc, ils ont bénéficié de soins. Et là, effectivement, la CNSS française, du fait qu'ils ont dépassé 284 jours, d'un jour, ils leur demandent de rembourser à hauteur de 3 ans. Donc, ils font une régule de 3 ans de ce qu'ils ont pris comme médicaments. Et pour certains, ils sont montés à 12 ou 15 000 euros. Et pour ne pas avoir d'ennui, ils ont été prendre des financements. C'est-à-dire des crédits à la consommation. Faire des crédits à la consommation pour rembourser ce qu'ils ont cotisé. Et pourquoi ? Parce que ils ne connaissent pas la loi, parce qu'ils n'osent pas parler, parce qu'ils sont... Ils n'ont pas les moyens de prendre, par exemple, des avocats. Ils sont isolés. Mais est-ce que vous êtes suffisamment d'associations mobilisées pour justement essayer de faire bouger les choses ? Écoutez, il y a énormément d'associations en France qui travaillent sur la thématique des Chibani en direct, live, c'est-à-dire qu'ils sont sur le terrain et il faut vraiment les féliciter parce qu'ils font un travail de terrain peut-être beaucoup plus assidu que nous, Cap Sud MRE, qui sommes beaucoup plus dans le politique, c'est-à-dire que notre objectif à nous est de faire changer les lois. On essaie de résoudre, si vous préférez, en amont et vous avez beaucoup d'associations qui font un travail de fond exceptionnel au soutien de nos Chibani au quotidien, tous les jours, allez les voir. Aujourd'hui, on a des Chibani, des retraités qui ont 83 à 84 ans, qui sont dans une infirmité totale. Il faut savoir que j'ai appris en septembre qu'il y a 3 Chibani qui sont décédés, tout simplement parce que... C'est ce que je disais en introduction, bien sûr, qui n'auront pas eu le temps. Non, parce qu'ils ont pris le car, ils n'ont pas beaucoup de moyens. Ils ont pris le bus du Maroc en France. Sur la route, ils sont décédés. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient trop vieux et parce qu'il fallait qu'ils rentrent vite avant les 6 mois. Ils n'ont même pas pu décéder tranquillement dans leur pays d'origine, dans leur village. C'est dramatique. C'est une honte pour notre. C'est une honte. Moi, en tant qu'enfant, en tant qu'enfant d'immigré, je me sens comment ça s'appelle, insulté par mon pays natal, qui est la France, de considérer aussi mal mon père, si vous préférez. Sur cet élément-là, il y a aussi une remarque qu'il faut faire. À l'époque, beaucoup de Marocains, notamment les ouvriers agricoles dans le sud de la France par exemple, étaient ce qu'on appelle des saisonniers. Et ils travaillaient 6 mois et ils repartaient dans leur pays d'origine 6 mois. Ce qui faisait qu'ils avaient d'ailleurs une cotisation très faible en termes de retraite, donc ils ont une toute petite retraite. Exactement. Et là, à ce moment-là, ça ne dérangeait pas. Et au contraire, ça aidait les agriculteurs français à produire seulement au bon moment, en payant au SMIC, voire même parfois même inférieur, à payer des ouvriers qui n'avaient pas en charge toute l'année, mais seulement pendant la période de la récolte, par exemple, etc., des vendanges, etc. Et aujourd'hui, ce qui était valable à l'époque où ils étaient ouvriers, n'est plus valable alors qu'ils sont retraités. C'est-à-dire qu'on leur dit, maintenant, vous n'avez plus le droit de passer 6 mois dans votre pays d'origine. Vous étiez saisonnier avant, mais à partir de la retraite, vous n'êtes plus saisonnier et vous devez résider en France, même si vous avez une toute petite retraite et vous n'aurez pas le droit à la sécurité sociale. Donc c'est vrai que ça pose une vraie... ça les met dans une situation où ils avaient une certaine habitude, passer 6 mois au Maroc, parce pour beaucoup, ils ont leur famille au Maroc. Mais tous, pour l'ensemble, quand ils sont 90, vous parlez du foyer Doma, ils n'ont même pas fait le regroupement familial, toute leur famille. Mais encore une fois, j'insiste sur une chose importante pour que vos auditeurs comprennent bien. Nous ne demandons pas un privilège à la France. On ne demande pas de privilège, on ne demande rien du tout. On demande une équité de droit. Le droit français de ce pays, des droits de l'homme, la loi, la L311-9, enfreint la Constitution, enfreint l'article 6 des droits de l'homme. Pourquoi donner un droit social à un contribuable par sa nationalité? C'est ce que fait la France aujourd'hui. La France, c'est comme si demain, le Maroc disait... Mohamed Zouar, chef d'entreprise avec Kabil Hadi, disait à sa journaliste de nationalité française: je te déclare pas ou tu n'auras pas les mêmes droits que la journaliste marocaine. Je vous assure que l'ambassadeur de France immédiatement réagirait, ou la France réagirait auprès des autorités marocaines. Mais justement, Salem, qu'est-ce que vous répondent les autorités françaises quand vous allez à leur rencontre, quand vous essayez de les sensibiliser sur ce dossier? Est-ce que c'est un non catégorique? Est-ce que pour eux, ça paraît trop compliqué pour le mettre en place?
parce que ça fait des années, depuis tout à l'heure et depuis l'introduction, je parle des années parce que ça fait longtemps que ça dure, ce dossier. Qu'est-ce qu'ils vous répondent? C'est trop compliqué? Il n'y a rien de compliqué. C'est quoi? Fathia, il n'y a strictement rien de compliqué. Monsieur Macron, c'est une question de volonté politique, point barre. Maintenant, effectivement, à l'époque de la gauche, on nous disait ouais, la droite, il y a les élections qui arrivent, la droite ou l'extrême droite risque de se saisir de ce problème-là. Aujourd'hui, monsieur Macron nous a montré qu'il était capable de faire des ordonnances. Donc, nous demandons tout simplement de faire une ordonnance sur cette L311-9 du Code de la Sécurité sociale. Cette ordonnance serait ne serait que légitime. Elle ne serait que remettre le droit dans le bon sens. C'est-à-dire que on demande rien de plus que les retraités immigrés soient... Non, excusez-moi, je reprête. Les contribuables retraités émigrés soient traités de la même manière que les retraités contribuables français. C'est tout. C'est pas plus simple. Une ordonnance simple. Et c'est ce que nous demandons au gouvernement marocain, de façon à ce que le gouvernement marocain ne passe pas par des conventions bilatérales. Je ne veux pas il serait dramatique, la preuve étant, le dernier voyage a posé des problèmes. Des conventions bilatérales ne serviraient à rien. Alors que de toute façon, nous touchons actuellement 175 retraités marocains, 175 000 retraités marocains. Oui. Et ce dont on parle aujourd'hui, c'est 803 000 retraités étrangers dans leur globalité. C'est-à-dire l'Algérie, 200 000. Et c'est des chiffres les chiffres que je vous donne sont suite à la mission d'information sur les immigrés âgés qui date du 10 mai 2013. De l'Assemblée nationale. De l'Assemblée nationale. Donc, effectivement, c'est un problème qui touche 803 000 retraités. Donc, on ne demande rien de spécial. On demande une équité fiscale. C'est pas difficile à faire. En réalité, quelle que soit la problématique des politiques, ils enfreignent la loi. C'est tout. C'est donc les Chibani maghrébins, par exemple, mais il y a d'autres pays encore. Les Chibani africains et d'autres pays ne sont pas logés à la même enseigne que les Français, les retraités français et les retraités issus de l'Union européenne et de la Suisse. Plus la Suisse. Hein, c'est ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que si vous êtes un immigré portugais, il n'y a pas de problème. Si vous êtes un immigré marocain, il y a un problème. Pourtant, sur la fiche de paye, le prélèvement social a été équivalent et les redressements fiscaux sont faits de la même manière. Donc, on est des bons contribuables, on doit être des bons cotisants, c'est ce qu'on appelle le droit. Et par contre, les devoirs, on n'a pas le droit de mais peut-être que le gouvernement français vous répondra que, écoutez, on a d'autres chats à fouetter, entre guillemets, et puis il y a le trou de la sécurité sociale. Voilà, tout à fait, peut-être. Non, mais le droit, on ne doit pas utiliser nos pères comme si on les a utilisés dans ces cas-là. Ok, pas de souci. Je suis d'accord avec vous, monsieur Zouar, j'accepte votre argument, il tient la route. Dans ces cas-là, dans la prochaine fiche de paye de retraite, on exonère nos Chibani de la CSG-CRDS. On ne peut pas augmenter la CSG-CRDS, qui est une loi qui est passée aujourd'hui d'ailleurs, augmenter la CSG-CRDS à nos retraités. Par contre, les retraités français, vous savez qu'ils sont exonérés, les retraités de la CG, des 2 tiers de la CSG-CRDS, les retraités français du Maroc, en l'occurrence, sont exonérés avec 80% de fiscalité en moins. C'est des conventions bilatérales. Salem et Mohamed, vous me stoppez si je me trompe, à ce jour, on est en 2017, à ce jour, y a-t-il eu des documents officiels entre Rabat et Paris sur ce dossier? Est-ce que ça avait commencé et ça s'est stoppé, ou est-ce qu'il n'y a jamais eu de documents officiels? Il y a eu des documents officiels. Il y avait d'ailleurs à la dernière visite de M. Benkiran à Paris, quand il a rencontré M. Valls, il y avait ce point 62 qui devait théoriquement déboucher à une création d'une commission qui n'a jamais vu le jour à ce jour. Donc théoriquement, il y a eu des échanges à plusieurs reprises. Nous avons encore rencontré, lorsque M. François Hollande est venu au Maroc, M. Benkiran lui a encore relaté le fait. Je suppose que la loi de Mme Touraine du 5 octobre, puisque M. Hollande est venu en septembre, est la résultante de ces entrevues. Néanmoins, encore une fois, entre ce qui est promis et les résultats ne nous vont pas. Il y a aussi d'ailleurs il y avait un document, un mémorandum de la part des groupes parlementaires marocains envoyé, me semble-t-il, au Premier ministre, au ministre des Affaires étrangères français aussi. Oui, tout à fait. Il y a quelques années. On a participé aussi. Je ne sais pas si Mohamed Zouar se souvient, nous avions reçu il y a quelques mois, Mohamed, vous parliez de ce fameux Chibani avec ce procès qui n'en finit pas de la SNCF. Oui.
Et ce monsieur, on voulait le recevoir un jour en direct parce que le plus souvent, nous l'avons qu'au téléphone. Oui. Et il a lancé cet appel terrible qui n'était qu'une petite phrase de rien du tout, mais qui pour lui représentait beaucoup parce qu'il en avait les larmes aux yeux. Il avait dit juste mon rêve. Je ne peux pas venir en direct parce qu'à chaque fois que je viens, je ne peux pas rester suffisamment longtemps au Maroc, alors que mon rêve, ça y est, mes enfants ont grandi, j'ai fait ma vie, j'ai travaillé toute ma vie, j'ai été cheminot, et mon rêve absolu, c'est de mourir dans mon pays. J'ai pas envie de mourir là-bas et qu'on me rapatrie par avion dans une boîte. Exactement. J'ai envie de profiter de mes jours et que mes enfants viennent me voir en vacances dans mon propre pays. D'ailleurs, il est pas très loin, il est originaire de pas très loin de la ville de Marrakech. Salem, quand vous allez, puisque vous devez rencontrer très probablement tout à l'heure le chef du gouvernement, qu'est-ce que vous allez lui dire? Lui répéter ce que nous avons dit à monsieur le chef du gouvernement précédent, monsieur Benkirane, et en lui apportant bien entendu des documents, parce que nous ne nous déplaçons pas en faisant des revendications comme ça. Nous avons fait en sorte, il faut le rappeler, en janvier 2017 avec toute l'équipe Cap Sud, nous avons réussi à monter une proposition de loi qui a été déposée, qui est la 4042 en France, et nous avons surtout fait en sorte que aujourd'hui toutes les données qu'on puisse donner toutes les cartes en main à monsieur le chef du gouvernement sans passer par des conventions bilatérales, parce que nous rejetons ces conventions bilatérales si il s'agit des retraités Chibani, parce qu'il suffit tout simplement d'appliquer la loi et de l'appliquer dans le bon sens. Et pour revenir à ce Chibani qui vous disait qu'il voulait revenir et finir sa vie, oui, le Maroc perd beaucoup en termes de lien avec la nation des deuxième et troisième générations, parce que effectivement, ces 803 000 retraités qui pourraient bénéficier de vivre ce que font leurs homologues français. Vous vous rendez compte, c'est quand même un délire que le contremaître de mon père aujourd'hui peut vivre au Maroc sans aucun problème pendant toute l'année et que mon père ne puisse pas y résider. C'est quand même, c'est à contresens. Donc effectivement, le Maroc en perd en termes de rentrée de devises. Oui, en même temps, juste, c'est parce que vous dénoncez, vous dites, et c'est tant mieux justement si des retraités étrangers viennent au Maroc. En rentrée de devises. C'est tant mieux, mais juste que il y a quelque chose de tellement illogique, d'illégitime dans ce dossier qui était. C'est vrai que depuis le temps qu'on le suit, on n'arrive pas à comprendre pourquoi ça n'aboutit pas, parce que en fait, ça ne va pas coûter d'argent. Au contraire, ni à la France, ça va rapporter. Ces gens ont cotisé, comme on le rappelle à chaque fois, durant et toute leur vie. Ils ont payé leurs impôts et il y a rien. Et pire, ça risque de rapporter de l'argent à la France. Dans un premier temps, c'est que à la sécurité sociale, ça coûtera moins cher, parce que vous êtes d'accord avec moi qu'un retraité qui vivra au Maroc, ça coûtera moins cher. Un retraité qui va vivre au Maroc et qui tombe malade, il va pas aller voir son médecin à 23 €. Il va chez Zit, tu as de la selle. Voir peut-être un médecin au Maroc. Et voir un médecin au Maroc, effectivement. Mais bon, ça sera pas le coût d'un médecin français. Dans un premier temps. Dans un second temps, il y a la crise du logement en France aujourd'hui. Quand on voit le nombre de retraités aujourd'hui qui sont dans les foyers Sonacotra, ce sont des places qui sont prises pour des logements qui auraient pu servir pour les étudiants. Parce que je prends Gennevilliers par exemple, qui pourrait servir pour des étudiants aujourd'hui. Donc c'est tout bénéfice pour la France. Sauf qu'aujourd'hui c'est une question d'idéologie ridicule, tout simplement parce qu'on a peur d'une certaine droite dure, décomplexée, d'une certaine droite extrême droite, qui pourrait utiliser ça. Mais excusez-moi, ce sont des contribuables. Utiliser ça de quelle manière? Je comprends pas. Il y a eu, vous vous rappelez de Alexis Bachelet à un moment donné, qui était le rapporteur de la commission d'émigrés âgés, qui a eu cette bonne idée, député qui a eu cette bonne idée au lieu de soutenir ce que nous soutenions, avait préféré soutenir le fait que les immigrés puissent avoir la nationalité française, qui était un non-sens et un complètement ridicule, puisque 80% des Chibani vous disent je suis marocain, je resterai marocain toute ma vie, et c'est pas à 90 ans que je vais ou à 80 ans que je vais changer de nationalité. Donc c'était et ça a permis à une certaine droite de rebondir sur cette thématique pour monter en épingle une certaine fascisation. Donc c'est pour ça que certains politiques sont frileux, mais encore une fois on leur dit quelque part c'est pas notre problème votre frilosité, puisque on parle de contribution, de légalité, c'est tout. Salem, pour revenir à mon exemple de la SNCF, j'avais souligné que la SNCF jouait la montre en faisant appel pour faire traîner le dossier au niveau de la justice, et donc que le nombre d'ayants droit diminue. Est-ce qu'on peut dire d'une certaine façon que les autorités françaises
joue aussi un petit peu la montre, puisqu'il y a quand même aussi malheureusement la disparition Écoutez, le décès de plus en plus de il y a une statistique Chibani. macabre et moi je pense que c'est un peu le jeu de la montre. Une statistique macabre qui est sortie de l'INSERM qui disait que 10% de Chibani décédaient par an. Donc dans 8 ans, on n'aura plus de Chibani. Donc c'est malheureux. Et moi je pense que c'est le rôle de tout ressortissant marocain, dans un premier temps de tout ressortissant marocain issu de la seconde et troisième génération, de se mobiliser pour défendre le droit de leurs parents. C'est important ce que vous dites, la Salem, parce que c'est eux qui doivent, qui aujourd'hui, il y a eux, entre les mains mais et il y a le aussi, relais aussi. Il y a aussi le Maroc dans son intégralité, de toute la population des 45 millions de Marocains et surtout de nos politiques marocains, qui doivent faire en sorte qu'aujourd'hui, un Marocain, quel qu'il soit dans le monde, au Maroc ou à l'étranger, soit considéré comme une entité à part entière. Il suffit que ça suffit que nous, Marocains, quand on est à l'étranger et qu'on bafoue nos droits et qu'à ce moment-là, on doit dire Skot, Chouma, Baraka, ça suffit. À un moment donné, ça suffit. Quand on bafoue nos droits, il faut que les autorités, nos autorités, protègent nos droits, comme il est indiqué dans l'article 16 de la Constitution, parce que cela suffit aujourd'hui que l'entité marocaine, le citoyen marocain à l'étranger soit considéré comme aujourd'hui, je peux vous dire que nos pères sont considérés comme une seconde zone. Moi, en tant que Français de double nationalité, mais quand je suis en France, je me défendrai avec mes droits français parce que j'ai la possibilité de le faire. Et cette possibilité, je ne la dois qu'à mon père. Mais les intérêts, ma mère aussi. Les intérêts et les relations entre la France et le Maroc sont très bonnes. Donc normalement, ça devrait aider justement. Mais la France a besoin du Maroc. Excusez-moi, on va parler très clairement. Mais Mohamed a raison. C'est vrai que on a la chance d'avoir d'excellentes relations. C'est le premier partenaire du Maroc, et on se dit qu'un si petit dossier, c'est là où est l'incompréhension, un si petit dossier ne passe pas. Peut-être trop petit, peut-être trop petit, et surtout de ce fait prioritaire. Peut-être trop petit, et surtout parce que nous avons des pères, malheureusement, qui ne revendiquent rien, qui n'ont jamais rien revendiqué. Quand ils étaient à l'usine, c'était des main d'œuvre corvéables, sans aucun, voilà, c'était des bons travailleurs qui sont silencieux, qui ne parlent pas. Et je vous dis qu'ils vont prendre des crédits pour rembourser des cotisations. C'est quand même, c'était la pire des choses qu'on puisse me donner. Ces derniers mois, c'était d'apprendre que des retraités allaient être capables de prendre des 15 000, des 12 000 euros de crédit à la consommation pour rembourser ce qu'ils ont déjà cotisé. C'est grave. Et c'est une honte. Je vais poser la question à vous deux. Est-ce qu'au Maroc, les Marocains sont sensibilisés par rapport à ce dossier? Tous ont de leur famille ici. Tous rêveraient de les voir rentrer. Quand je parle de famille... Là, il a Diana, les cousins, les cousines, les oncles, les tantes, tous, les habab dialoum, ils aimeraient bien les réunir. Est-ce que au Maroc aussi, les Marocains sont sensibilisés, ou on se dit que c'est, comme vous disiez tout à l'heure, Salem, c'est un dossier franco-français? Ce n'est pas un dossier franco-français, c'est un dossier... D'accord, ça j'ai bien compris. D'accord, excusez-moi, mais j'insiste. Chez nous, est-ce que, j'ai bien compris, mais est-ce que chez nous aussi, il y a une mobilisation? Non, aujourd'hui, il n'y a pas... Non, malheureusement, pour revenir au Maroc, effectivement, la problématique, elle peut concerner ceux qui sont directement impactés par cette discrimination, par cette mesure discriminatoire, donc la famille directe de ce père. Après, ils ne comprennent pas forcément, ils sont sensibilisés, ils la vivent dans leur chair, dans leur quotidien, mais ils ne sont pas sensibilisés sur est-ce qu'il y a moyen de trouver une solution. Ils estiment que ça s'impose à eux. Mais n'oublions pas une chose, c'est de la même manière, il y a des familles marocaines qui avaient été impactées. Vous vous souvenez du dossier des veuves et des familles de ressortissants marocains aux Pays-Bas. Suite à la convention bilatérale, ça avait posé des problèmes, etc. Et donc, on avait vu des Marocaines, veuves notamment, qui ne pouvaient plus percevoir leurs droits, leurs cotisations venant des Pays-Bas.
Donc évidemment, ça impacte. Malheureusement, ce n'est pas forcément une question. Il n'y a pas une sensibilisation générale de la population marocaine, et ça n'est pas un dossier prioritaire. Et même les familles qui sont impactées sont vraiment dans cette. Ça s'impose à nous, ça vient de l'extérieur, et donc je ne sais même pas comment faire. Déjà même, quand vous l'avez souligné, Salem Fikir, vous avez dit que même les Chibani qui sont pour le coup au front, même eux, ils ne savent pas trop comment gérer. Donc ça s'impose à eux d'une certaine manière parce qu'ils ne connaissent pas leurs droits, ils ne savent pas forcément comment faire recours. Alors de temps en temps, ils peuvent avoir des avocats. Il y avait notamment un très bon avocat franco-marocain à Perpignan avec qui on avait beaucoup travaillé sur ces questions-là, avec Ebiladi. Mais là, globalement, ils ont souvent, ils prennent le premier avocat ou bien un avocat qu'une association leur présente, mais souvent, ils ne sont pas outillés. C'est souvent des populations analphabètes, ils ne sont pas outillés pour revendiquer, pour insister, et ça s'impose à eux. Et le cynisme politique fait que, effectivement, nos politiques français et puis aussi marocains savent tout ça et se disent de toute façon, ils ne dérangent pas. Donc c'est pas très grave. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on dit, on n'est pas en train de défendre la veuve ou l'orphelin, on est en train de dire, on demande un droit. Pas plus. Je veux dire, encore une fois, on n'est pas là pour faire des réclamations qui sortent d'une légitimité. Aujourd'hui, tout ce que nous demandons est légitime et c'est un droit. C'est un droit et le Maroc nous doit aussi ce droit. Parce que elle aussi, le Maroc a profité pleinement pendant pendant ces 30 glorieuses. Elle a profité. Moi, je me souviens que Tiznit était, la banque Chabit Tiznit était la plus grosse rentrée de devises des ressortissants marocains résidant à l'étranger. Nous avons permis à la balance commerciale marocaine d'avoir des devises étrangères. Donc à un moment donné, nous ne demandons pas des privilèges, nous ne demandons pas nous demandons rien de particulier si ce n'est que le droit français s'applique à nos pairs. C'est tout. Alexis Bachelet, vous avez cité tout à l'heure Alexis Bachelet, qui était député à l'Assemblée nationale, avait défendu le dossier. Est-ce qu'aujourd'hui, on a vu qu'il y a eu un groupe important de Français, de parents marocains, notamment, de parents algériens, etc., qui sont entrés à l'Assemblée nationale? Est-ce que ces députés-là, issus de l'immigration, comme on dit, entre guillemets, est-ce que ces députés-là soutiennent votre combat et soutiennent la cause des Chibani? Vous savez, je ne vais pas parler d'opportunisme. Néanmoins, aujourd'hui, nous avons contacté tous ces députés. D'accord. On n'en a pas laissé un. Au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire qu'aucun nous a répondu. Nous sommes très malheureux de dire que on pensait sincèrement que ça allait nous permettre de faire bouger les choses. Au jour d'aujourd'hui, on entend encore l'écho dans la demande que nous avons faite. Donc c'est un peu dommage. Malheureusement, le doigt dans la couture, sur la couture, et personne ne bouge. Donc ça suffit à un moment donné. Vous savez, moi, on n'est que Cap Sud Émeraude, une association à but, je répète, à but non lucratif. Ce qu'on le fait, on le fait avec nos deniers propres. Et on est une équipe qui avons des convictions. Effectivement, on ne se déplace pas à 19 ou à 22, nous. On n'a pas de moyens. Mais par contre, on se bat avec des convictions. Et ces députés qui ont, eux, été élus par le peuple, et en l'occurrence issus de seconde et troisième génération, je leur fais aussi un petit appel du pied en leur disant, écoutez, bougez-vous, parce que si je parle de nos pères, ce sont aussi les leurs. Peut-être que les leurs sont de nationalité française, mais il y en a encore 803 000 qui ne le sont pas. Et il y en a beaucoup qui ont leurs enfants qui sont restés au Maroc et qui n'ont pas les moyens de se défendre. Donc si nous avons bénéficié effectivement de l'école française et que nous avons pu réussir plus ou moins dans notre vie professionnelle et intellectuelle, à nous de défendre aussi les intérêts de nos pères, parce que c'est inadmissible que nous, en tant qu'enfants, ne le fassions pas, mais aussi que la nation ne les aide pas non plus. Et ça, c'est un vrai appel. Ne pas les abandonner. Ne pas les abandonner, tout simplement. Bonjour, monsieur Mehdi El Kindi. Comment ça va ? Ça va très bien. Ça veut dire qu'on est en train de déborder. Vous avez complètement débordé. J'ai complètement débordé. Mais le mercredi, il faut le savoir, Mehdi, Malek le sait bien, on déborde toujours. Hein. Mais voilà. Salem, une dernière question, Mehdi. Oui. Je vous jure que je vous rends l'antenne d'Aba. On l'a pris en otage, Mehdi, ça y est. Oui, non, mais je sais. Mais vous aussi, vous allez être pris en otage parce qu'on ne quitte pas le studio avant de partir en voyage.
vous, si vous rencontrez le chef du gouvernement, vous le rencontrez bien évidemment avant l'arrivée du chef, le Premier ministre français. Écoutez, je suis en attente pour vous dire vrai. Vous faites le pied de grue, quoi, comme on dit. Exactement, ça fait 48 heures que D'accord. j'attends. Il m'a été confirmé par une haute autorité que je devais le rencontrer. Et autrement, je ne serais pas venu. Parce que je suis venu que pour ça. J'ai pris un avion, j'ai atterri à Rabat. Ça fait d'ailleurs, je rallonge de 24 heures mon séjour sur Rabat, que pour ça, et je le répète, c'est que pour ça. Écoutez, tenez-nous au courant, avec plaisir. informez-nous, tenez-nous au courant. Merci Mohamed. Encore merci. La semaine prochaine. Bah oui,